la première édition est présentée par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Thierry, bonjour à tous. La bataille contre les flammes en Gironde. Depuis hier après-midi, les pompiers luttent contre 2 impressionnants incendies. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 dans la région bordelaise, en direct avec nous depuis Landiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. Stéphane, autour de vous, 600 hectares sont déjà partis en fumée. Quelle est la situation ce matin ? La situation a évolué au cours de la nuit parce que maintenant les pompiers parlent d'un peu plus de 800 hectares avec 150 pompiers mobilisés, des renforts qui arrivent des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Landes, du Lot-et-Garonne, de la Corrèze. Et ce matin sont arrivés également des pompiers du Lot-et-Garonne de Haute-Garonne qui viennent prêter main forte à leurs collègues girondins engagés sur cet incendie depuis hier après-midi, avec hier l'aide de moyens aériens puisqu'on a procédé à 5 largages. Il a fallu interrompre ces opérations aérienne dans la nuit. Aujourd'hui, du côté de Labrède et de Louchatz, dans les salles des fêtes de ces villages, ont dormi 520 habitants de Guillos qui ont dû être évacués par précaution hier soir. Il n'y a pas trop de vent, me disait-on ce matin, ces spécialistes, ces pompiers, et il y a quand même le vent que crée le feu. Donc on est dans une situation qui mérite encore une évaluation alors que le jour se lève ici sur les habitations et que l'on sent la fumée, cette odeur caractéristique, bien entendu, qui démontre bien malheureusement que le feu continue à ravager les pins ici en Gironde. Merci Stéphane Place en direct de Landiras pour Europe 1. L'autre front pour les pompiers, c'est la Teste de Bûche derrière la dune du Pilat. 430 hectares ont brûlé depuis hier. La Gironde en vigilance orange canicule, comme 6 autres départements du sud-ouest et de la vallée du Rhône. 24 autres sont en vigilance jaune. La politique à présent en sueur également pour le gouvernement. Nouvelle gifle à l'Assemblée nationale hier soir. Et les députés ont examiné le projet de loi de veille et de sécurité sanitaire qui entérine la fin de l'état d'urgence au 1er août. Texte voté, mais vidé de sa substance, amputé d'une de ses mesures phares, le rétablissement, si besoin, du pass sanitaire pour les voyages hors de l'Hexagone. Pour Alexandre Loubet, député Rassemblement National de la 7e circonscription de Moselle, c'est une première victoire. Le gouvernement, la Macronie ont été mis en minorité. Ils avaient l'habitude de gouverner seuls, arbitrairement, unilatéralement. Et bien maintenant, ils doivent comprendre qu'ils sont contraints de faire un compromis avec les autres sensibilités politiques. C'est là tout simplement la réalité de la vie parlementaire. Notre seule boussole, c'est évidemment l'intérêt du peuple. À partir du moment où nos intérêts peuvent converger avec d'autres étiquettes politiques, d'où qu'elles viennent, eh bien on en est ravis. Et encore une fois, on a été une majorité aujourd'hui à s'opposer au retour du pass sanitaire. Et je crois que c'est une vraie victoire pour la démocratie. Un premier échec également pour la majorité présidentielle qui dénonce l'alliance des oppositions. Écoutez Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine, porte-parole de La République En Marche. C'est pas tant les LR que j'ai vu se lever et venir chercher l'autosatisfaction avec la NUP ou le Rassemblement National. C'est vraiment la LFI et le Rassemblement National qui en plus dans l'hémicycle se font face, ils se voient et ils se sont auto-félicités. Ça a duré plusieurs secondes extrêmement longues où ils étaient, c'était glaçant. Pour être honnête, c'était glaçant. Je pense que c'est un moment qui va vraiment rester gravé dans nos mémoires. On a été stupéfaits, encore une fois, pas par le vote se respecte, mais par la réaction. Nous sommes réellement sur une démarche politique. La porte-parole de La République En Marche, Prisca Thévenot. Et puis Fanny, prochain gros dossier à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances rectificative pour 2022. Il sera examiné la semaine prochaine. Avec un amendement de dernière minute déposé qui propose de rehausser le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires. Objectif, Margot Faudéré, redonner du pouvoir d'achat aux Français. Aujourd'hui, lorsque vous faites des heures supplémentaires, vous n'êtes pas imposé sur les 5 000 premiers euros que ces heures vous rapportent. Eh bien, avec l'amendement déposé samedi par Renaissance, ce plafond passe à 7 500 euros. Un vrai gain de pouvoir d'achat, puisque pour les salariés qui font des heures supplémentaires, c'est plus de revenus défiscalisés. Si l'amendement était adopté, la mesure ne coûterait que 50 millions d'euros par an à l'État, selon le groupe de la majorité. C'est beaucoup moins que le dispositif mis en place par Nicolas Sarkozy en 2007, qui a privé l'État de 4,5 milliards d'euros par an. Alors pourquoi une telle différence ? Eh bien parce que le dispositif de 2007 faisait disparaître les charges pour tout le monde, alors que cette fois-ci, c'est seulement pour les salariés au moment de déclarer leurs revenus. Cette mesure se traduirait donc par un avantage pour les employés, mais pas pour les entreprises. Margot Faudéré, notez par ailleurs que le ministre des Transports Clément Beaune reçoit aujourd'hui les patrons des sociétés d'autoroutes. Lundi, il leur a demandé un effort sur le prix des péages. Toutes ces sociétés ont décidé une ristourne de 10% pour les automobilistes qui paient en chèque vacances. Une nouvelle ministre
titre sous le feu des polémiques. Caroline Cayeux, ministre des collectivités territoriales, rattrapée par ses propos sur le mariage pour tous. Un caprice irrespectueux de la nature, des mots que lui reproche le magazine Têtu qui publie une pétition pour demander son départ du gouvernement. Sur Public Sénat, hier, elle a assuré avoir, je cite, beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Des propos qu'elle a ensuite regrettés sur Twitter. 6h06, la suite du journal de Fanny Marceau. 1 an dans une prison sans eau, sans électricité et parfois sans nourriture. C'est le calvaire du Français Philippe François à Madagascar. Et cet ancien colonel de l'armée de terre, devenu chef d'entreprise, a été condamné à 10 ans de travaux forcés, accusé d'avoir participé à la préparation d'un coup d'État. Il crie son innocence. Il attend désormais son procès en cassation. Une attente insupportable dans l'indifférence générale, selon sa fille, Constance Wagner-François, qui supplie le Quai d'Orsay d'intervenir. Écoutez. C'est un otage politique. Il n'a rien à faire là et il n'y est pour rien. On a le sentiment d'avoir été abandonné. Ça, c'est un fait. Je pense que c'est même pas un sentiment. Ce qu'on veut de la part du ministère des Affaires étrangères et de nos politiques et de notre gouvernement, c'est qu'ils s'emparent enfin de l'affaire. En tant que élu du pays des droits de l'homme, ils poussent pour que un procès en cassation arrive rapidement pour mon père, pour enfin casser cette décision de justice qui n'a aucun fondement, et pour enfin libérer mon père et lui rendre aussi son honneur, parce que encore une fois, il n'a rien à voir avec ça, et il est gratuitement en prison depuis 1 an. C'est leur devoir, en tant que politique et en tant que gouvernement, de défendre les intérêts d'un citoyen français, qui plus est, a servi la France pendant 25 ans. Constance Wagner-François, jointe par William Molinier. Le grand jour demain sur les Champs-Élysées à Paris. 6300 militaires vont défiler. Et comme chaque année pour le 14 juillet, c'est beaucoup de préparatifs. Depuis 10 jours, les militaires s'entraînent pour que tout soit parfait. Thibaut Hus s'est rendu aux dernières répétitions de la parade sur la base militaire de Brétigny-sur-Orge, en région parisienne. Reportage. Fusil d'assaut contre le torse, la mâchoire serrée, dernier passage en revue des troupes avant d'embarquer à bord des 181 véhicules blindés impeccablement alignés. 126e régiment d'infanterie, allez, présentez, homme. Casque sur la tête, le caporal en chef Victory a les yeux qui brillent. Dans l'armée depuis 19 ans, demain c'est son premier défilé du 14 juillet à Paris. Quand ils m'ont dit que je venais défiler cette année, 14 juillet, c'était une grande fierté pour moi. En souvenir de mon arrière-grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale déjà. Mais pendant les essais, pas de place pour l'émotion. Très concentré, le conducteur écoute scrupuleusement les ordres. Ouais, tu peux y aller. Attends. Ouais, t'es pas obligé de serrer, on va coller devant là. Ça a l'air en place. Et après la répétition, le temps du débrief. Maintenant, les points de détail, c'est la tenue et la posture individuelle. C'est la tête qui est levée, c'est le griffon de derrière qui vérifie le griffon de devant, notamment sur les dernières minutes avant le départ. Pas de questions. Sous une grande tente, le capitaine Sébastien scrute les écrans de contrôle et ne laisse rien passer. On va aller chasser effectivement le dernier centimètre, chasser la dernière position de tête du gunner arrière, la position de son arme mal inclinée de quelques centimètres. J'ai avec moi 7 contrôleurs qui sont répartis autour de la piste et avec des jumelles, donc des caméras, on va aller traquer les détails. Des détails de la plus haute importance pour que tout soit parfait demain sur les Champs-Élysées. Et ce sera forcément parfait. Reportage signé Thibaut Hus. Bien sûr, le 14 juillet, c'est à suivre sur Europe 1 et CNews avec Clélie Mathias et Pierre de Villeneuve qui seront en direct pour nous faire vivre ce grand défilé de 9h à midi. C'était le journal de Fanny Marceau. À tout à l'heure, Fanny.